Afrique Média. Le monde, c'est nous. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Kéka. Bonsoir monsieur, Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver cette autre édition du Palabre intellectuel. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver en direct ce soir. Une fois de plus, appel sur le continent qui prend son envol. Comment comprendre l'acharnement des médias occidentaux contre la télévision panafricaine? Après Marianne, Radio France Internationale et France 24, c'est au tour maintenant de l'hebdomadaire Jeune Afrique de s'intéresser à la télévision panafricaine, ses réseaux. Voilà les différents liens que la chaîne peut avoir avec certains décideurs du continent africain. Voilà des supposées relations avec d'autres, avec certaines, avec des puissances comme la Russie. Voilà, tout y passe dans un article qui est paru pratiquement d'une page dans les colonnes de Jeune Afrique. Nous allons en parler dans le cadre de cette autre édition de d'Appel sur le continent, mesdames et messieurs. Vous nous retrouvez et nous vous retrouvons également avec grand plaisir. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Et voilà, nous vous retrouvons donc avec grand plaisir. Afrique Média, la télévision panafricaine, fascine et fait parler. On avait déjà eu Radio France Internationale et un article qui était paru notamment dans son édition digitale. On a eu France 24, on a également eu Marianne qui a tenté de décrypter la chaîne panafricaine. On a maintenant Jeune Afrique qui, dans une enquête sur la Russie en Afrique, tente également de présenter pratiquement sur une page la télévision panafricaine et la stratégie derrière, ses réseaux supposés, ces mécanismes de financement, de nombreuses informations parfois tirées par les cheveux qui finalement sont présentées ici comme pouvant montrer ce qu'est aujourd'hui la télévision panafricaine Afrique Média. Luc Michel, je vous retrouve, vous êtes en multiplex, vous êtes à Bruxelles et d'ailleurs dans cet article vous êtes également cité, il est écrit dans cet article que vous auriez, que c'est vous Luc Michel qui auriez présenté le PDG de la télévision panafricaine, Justin Taou, au réseau russe qui serait aujourd'hui les principaux financiers d'Afrique Média. Bonsoir Guy, bonsoir à l'équipe, bonsoir aux téléspectateurs. Vous allez avoir un décryptage de première main, puisque c'est un dossier que je connais extrêmement bien. Je suis en effet au cœur de celui-ci. Tout d'abord, il ne faut pas donner trop d'importance à Jeune Afrique. Jeune Afrique, comme d'habitude, elle porte les valises du Quai d'Orsay et des services secrets occidentaux. Il n'y a pas eu d'enquête de Jeune Afrique, pas plus qu'il y a eu d'enquête il y a un mois de Marianne. C'est une traduction en français de documents qui ont été publiés aux États-Unis. Il y a eu en 2020 tout d'abord un rapport d'un think tank américain, la Carnegie Foundation. Il est consacré à la guerre hybride, c'est comme cela qu'ils l'appellent, des Russes en Afrique. Et je détiens les preuves que ce rapport a été financé par le département de la défense des États-Unis sous Donald Trump, pour ceux qui croient que Trump était un président qui n'était pas impérialiste. Ce rapport a donc été financé par le Pentagone. Il a ensuite donné lieu, aux États-Unis toujours, à la publication d'un livre. Le livre, il s'appelle « De compagnie Yuki, les opérations d'influence d'Eugénie Prigozhin en Afrique ». Eugénie Prigozhin, c'est un ami de Vladimir Poutine. Dans le rapport du think tank américain, ils décrivent que la communication de la Russie, elle n'est pas le fait de l'État, mais de ceux qu'ils appellent des entrepreneurs. Ils en identifient 5. Il y a Prigozhin et Malofiev qui sont 2 amis de Vladimir Poutine. Et il y a comme 5e moi-même. Moi, je suis présenté comme frontière pionnière, c'est-à-dire un avant-gardiste qui ouvre les nouveaux fronts. Le livre de compagnie Yuki, c'est in extenso la soi-disant enquête de Marianne il y a un mois ou de Jeune Afrique il y a 2 jours. C'est là qu'on crée
un fantôme médiatique, le soi-disant groupe Wagner. Le groupe Wagner n'existe pas. Il y a des firmes de sécurité russes. Par exemple, en Centrafrique, c'est la firme Sewa Security, notamment qui assure la guerre rapprochée de Touadéra. Le groupe Wagner, c'est un fantasme médiatique qui permet d'attaquer. Pourquoi cet acharnement contre moi-même et contre Afrique Média? Parce que nous sommes au cœur justement de cette guerre hybride en Afrique. Qu'est-ce que c'est la guerre hybride? Ça veut dire que face à la toute-puissance des médias occidentaux, français et américains, nous sommes capables de mener une espèce de guerre de guérilla médiatique et de défendre les positions de la Russie. Dans cette guérilla médiatique, nous sommes en train, dans de nombreux pays, notamment la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Tchad, le Mali ou la Guinée équatoriale, nous sommes incapables de rivaliser avec les médias occidentaux. Ça vous explique maintenant pourquoi les attaques françaises. La campagne américaine, elle a donné lieu à de nombreux articles depuis un an. Il y a eu tous les réseaux de George Soros qui s'y sont mis. Il y a par exemple un site internet qui s'appelle The Daily Beast. Il dit de moi que je suis un méchant sorti des films de James Bond. Ça vous dit le niveau de tous ces gens. Pas plus que Jeune Afrique aux États-Unis, ces gens n'ont fait de véritable enquête. L'enquête, elle est due à des universitaires français qui ont été recrutés par le Pentagone, c'est-à-dire que ce sont des agents d'influence de l'impérialisme américain. Ils sont là pour donner une apparence de respectabilité scientifique. En réalité, ils n'ont pas mené d'enquête, ni chez moi, ni chez Justin Tagou, ni chez d'autres. Moi, je suis un personnage public et je connais ces scientifiques parce que ils écrivent sur moi depuis une vingtaine d'années et je connais évidemment les journalistes qui en ont parlé. Il aurait suffi de m'appeler. Beaucoup le font d'ailleurs. Il aurait suffi de m'appeler pour avoir de véritables renseignements. Le rapport, il dit un certain nombre de vérités et il dit un certain nombre de choses fausses, tout simplement parce qu'il est en grande partie constitué de sources de seconde main qui ne sont pas toujours fiables. On a donc créé cette espèce de fantôme médiatique qui est le groupe Wagner. On en a attribué la parenté à Eugénie Prigozhin. Eugénie Prigozhin, c'est un des proches amis de Poutine et effectivement, c'est un des opérateurs médiatiques, comme ils appellent ça, qui intervient en Afrique. Bien entendu, qu'est-ce qu'on reproche aux opérations d'influence, comme ils disent? Elles se déroulent de deux côtés. Il y a d'une part les opérations militaires avec les firmes de sécurité qu'ils appellent le groupe Wagner. Il y aurait un pillage de l'économie, c'est évidemment une farfeluterie, et il y aurait des opérations de guerre médiatique. Au milieu de cette guerre médiatique, il y a évidemment moi-même et Afrique Média. Pourquoi est-ce que je me retrouve là? Tout simplement, je ne vais pas mentir, vous savez que je suis ouvertement pro-russe. Je suis pro-russe depuis 40 ans, depuis l'époque de l'Union soviétique. Depuis 2005, j'ai contribué en Europe, en Russie et en Eurasie à développer ce qu'on appelle la russosphère, c'est-à-dire les lobbies pro-russes. En 2015, le Vif l'Express à Paris, à Bruxelles, a dit de moi que j'étais omniprésent dans la russosphère internationale. J'ai par exemple, avec mon ONG EOD, j'ai organisé le monitoring du référendum de Crimée en 2014. À partir de 2015, j'ai commencé à participer aux actions d'Afrique Média dès 2014. Contrairement à ce que raconte ce rapport, je ne me suis pas à ce moment-là tourné vers l'Afrique. Parce que mon parcours africain, il a commencé en 1985 avec la Libye de Kadhafi. En 2003, j'ai été nommé par Tripoli responsable du réseau pan-européen du mouvement des comités révolutionnaires libyens de Kadhafi. Mais en 2014, j'avais déjà des contacts avec la Guinée équatoriale. Vous savez combien Nemamba Sogo, c'est un homme que je respecte et j'admire. C'est le seul chef d'État qui, en 2013, a osé défendre la mémoire de Kadhafi. J'ai commencé à m'intéresser à cette époque-là à la Guinée équatoriale, puis à Afrique Média. Je suis arrivé dans une émission en 2014. Je ne l'ai plus jamais quitté. À partir de 2015, j'ai commencé à structurer une russosphère africaine comme je l'avais fait depuis 2006 en Europe. J'ai obtenu beaucoup de succès, évidemment, puisqu'aujourd'hui,
En grande partie, l'arrivée des Russes, nous l'avons préparée médiatiquement et intellectuellement. Et il manque encore quelque chose, aussi bien dans Jeune Afrique, Marianne, que le rapport du Pentagone, c'est que je suis également proche des Iraniens. Depuis 1 an et demi, les Iraniens arrivent en Afrique pour soutenir la Russie. Je suis consultant, pas seulement d'Afrique Média, mais de la télévision d'État iranienne Presse TV et de la radio internationale Pars Today. Et je suis en train, depuis maintenant quelques mois, de structurer une iranosphère pour préparer l'arrivée des Iraniens en Afrique, comme je l'ai fait avec les Russes. Vous comprenez donc pourquoi je suis l'ennemi à abattre, comme Justin Tagou, pourquoi ces gens nous considèrent comme des ennemis monstrueux, et moi d'autant plus que je les combats à Bruxelles, à Paris et à Berlin. Je croule d'ailleurs, non pas sous les procès politiques parce qu'ils n'osent pas le faire, mais sous des procès administratifs et fiscaux. Lorsque j'ai ouvert des locaux d'Afrique Média à Bruxelles, il y a 2 ans, j'ai croulé sous les amendes administratives, j'ai gagné mes procès, et on a essayé depuis quelques mois de me mettre en faillite. Je viens également de gagner la procédure devant la Cour d'appel de Bruxelles. Vous avez donc un panneau de ce qui se passe. Dans une intervention suivante, je vous expliquerai ce qu'est en réalité, dans la vérité, le soi-disant groupe Wagner. Michel. Et une autre interrogation qui est au cœur justement de cette campagne médiatique, on se demande quel est l'intérêt derrière. Est-ce que le but ici, c'est de démontrer l'influence d'Afrique Média, ou le but, c'est plutôt de chercher à casser justement Afrique Média au cœur de ces réseaux? Écoutez, ces gens ont une guerre médiatique de retard. Ils appliquent contre nous des recettes qui ont été appliquées, qui marchaient en 2005 ou 2010. En 2010, j'ai vu apparaître sur Wikipédia une fausse biographie. On m'y prête des positions que je n'ai pas et on dissimule la moitié de ma vie. Et parallèlement, mon organisation politique en Europe, le PCN, il a des soi-disant fiches techniques où on lui prête des positions idéologiques opposées à ce qu'il est. Maintenant, le même procédé aujourd'hui, il est depuis 1 an tenté par le Pentagone, les Américains, maintenant le Quai d'Orsay avec Jeune Afrique, mais ces gens ont une guerre de retard. Nous sommes, nous, avec une guerre d'avant. Tout simplement aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Nous y sommes extrêmement puissants. Le groupe, par exemple, de soutien d'Afrique Média sur Facebook, il fait 150 000 membres, c'est celui que j'administre. Nous avons des centaines de pages Facebook, de groupes Facebook, de groupes WhatsApp, de groupes Telegram, et nous sommes capables de rivaliser avec ces gens. Aujourd'hui, on ne sait plus mentir sur nous. Le type qui croit vraiment ce que raconte Wikipédia, il lui suffit de cliquer et d'aller voir sur mon site, par exemple, que je défends d'autres positions. Il lui suffit de cliquer sur Google, d'arriver sur Afrique Média, de voir ce que sont vraiment nos émissions. D'ailleurs, Marianne a utilisé le procédé, puisque c'est la seule chose que Marianne a réellement développée de l'article américain. Il a regardé plusieurs émissions que j'ai faites sur Afrique Média et il en a tiré un certain nombre de choses. Voilà donc le but, c'est pas du tout de nous casser, il voudrait bien. Le but, c'est de nous diffamer, mais surtout, le but, il ne vise pas seulement l'Afrique. Vous savez qu'en Afrique, Afrique Média est hégémonique. Le Quai d'Orsay nous prête 220 millions de téléspectateurs. Pour que vous compariez, France 24, toute chaîne utile, c'est 92 millions de téléspectateurs. Il n'y a pas photo, comme on dit. Et TF1, c'est 15 millions. Afrique Média, donc, est hégémonique en Afrique. Nous avons le soutien d'un nombre considérable de pays et de chefs d'État. Moi-même, j'ai été reçu amicalement par Nkurunziza, Daishime, qui est un ami. J'ai été reçu par Idriss Déby, qui m'honorait de son amitié. J'ai été reçu à de nombreuses reprises par Obiang Gnimba Songô. Je suis d'ailleurs en première ligne aujourd'hui dans la défense de Malabo. J'ai également été reçu, bien entendu, par d'autres chefs d'État, notamment le président Kabila à Kinshasa en 2016. Dans mon carnet d'adresses, dont ils disent qu'il est impressionnant, j'ai des centaines de diplomates, de secrétaires généraux, de premiers ministres. Justin Tagou a un carnet d'adresses tout aussi impressionnant. D'ailleurs, nous échangeons souvent des contacts.
Et il faut dire quelque chose, donc en Afrique, on ne sait plus nous abattre. Mais il faut nous nuire en Europe. Depuis maintenant près d'un an, Afrique Média est en train de percer dans le public radical européen. Vous avez pu remarquer que des responsables des Gilets jaunes venaient s'exprimer sur notre antenne, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont être écoutés en France. Il m'arrive maintenant, lorsque je me déplace à Paris, à Bruxelles ou à Berlin, d'être reconnu dans la rue comme je l'ai été en Afrique. Voilà pourquoi il faut essayer dans le public européen, comme vous le dites bien, de nous casser, de nous diffamer, mais surtout de diminuer notre influence et notre portée. La caractéristique générale, c'est de nous présenter comme des gens marginaux, et moi d'un marginal parmi la marginalité. Ça n'a rien à voir avec ça, comme je vous le disais. Je suis consultant à la télévision d'État iranienne, je suis reçu dans de nombreuses capitales africaines, je suis reçu à Moscou, bien entendu. En 2014, le Parlement de Crimée m'a confié le monitoring du référendum d'autodétermination et du retour de la Crimée à la Russie. Depuis, ça a été la première grande attaque contre moi. Il y en a eu beaucoup d'autres. Tous les grands journaux européens, tous les grands médias d'État, comme ils ont attaqué Afrique Média, m'ont attaqué moi-même. Je vais vous ajouter quelque chose. S'il ne faut pas laisser raconter n'importe quoi, il ne faut pas non plus se laisser impressionner par ces gens. C'est eux qui ont peur, ce n'est pas nous. Je vais vous ajouter quelque chose, c'est que en 2019, j'ai un grand bâtiment qui est notre quartier général au cœur de Bruxelles, un bâtiment de 600 mètres carrés. J'ai offert gratuitement à Afrique Média un étage complet. J'y ai ouvert donc Afrique Média Bruxelles. Je viens de gagner des procès qui ont entravé notre développement qui va reprendre. Et je suis bien décidé à maintenant, à ce comme j'ai commencé mon combat en Europe, bien entendu, de le reprendre. J'ouvrirai particulièrement au mois de septembre une nouvelle web TV spécialisée pour l'Europe. Elle est abritée en Russie. Elle va s'appeler la web TV Dayot, que nos téléspectateurs connaissent, qui est à la fois mon think tank et mon ONG. Et nous allons directement combattre le Quai d'Orsay, les affaires étrangères même, ou les services de Mme Merkel sur leur propre terrain. Michel, et entre autres informations révélées dans cette enquête, enfin, de Jeune Afrique. Merci à vous, Luc Michel. Je disais qu'entre autres informations révélées dans cette enquête de Jeune Afrique, il y a le projet de mise en place de la radio panafricaine. Voilà, ils déplorent le manque d'informations. Ils disent que cela se fait avec les Russes dans une certaine opacité. Et du coup, on se demande toujours quel pourrait ici être l'intérêt. Peut-on dire de même de ces médias-là, annoncent-ils à chaque fois qu'ils doivent développer un projet avec un partenaire? Ils ont peur, tout simplement. Vous savez, dans leur petite tête stupide, ceux qu'on appelle des prostituées. En Paris, on les appelle des journalopes. Excusez-moi pour votre profession, mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais les Américains, ils disent des prostituées. Le but de tous ces gens, c'est qu'ils ne comprennent rien, ni à l'Afrique d'ailleurs, ni à la russosphère. Ils pensent nous diffamer, ils pensent nous attaquer, ils pensent faire peur. Simplement, ils font plaisir à notre public. Vous savez que le projet de la radio, c'est un grand projet du Conseil africain des médias qui a été développé par Obiang Nemamba Sogo et Justin Tagou. J'en fais partie également. Ça fait des années que je propose la création d'une radio, tout simplement parce que nous savons par les statistiques des réseaux sociaux que 85% de notre public africain ne nous suit que sur des téléphones. Il n'a pas de connexion Internet, il est très difficile à visionner des émissions complètes et encore plus à les télécharger. Depuis un an, par exemple, avec mes amis iraniens, etc., j'ai lancé un programme de podcast, donc qui vous permet d'écouter une bande audio sans passer par les lourdes vidéos. Le projet maintenant qui est lancé par Afrique Média et qui est bien développé, entre parenthèses au Burundi, en Tanzanie, etc. Pourquoi là-bas? Parce que ce sont des zones de collines élevées qui permettront de rayonner sur toute l'Afrique et parce que ce sont des régimes panafricains où nous avons toute la sécurité. Le Burundi en particulier a à plusieurs reprises sanctionné l'AFP et la BBC
en chassant leurs correspondants et en les suspendant pendant plus de 6 mois. Nous savons donc que là-bas, nous serons en sécurité, nous serons protégés et nous pourrons faire un travail, c'est-à-dire que les 220 millions de téléspectateurs, à condition que l'on émette pas seulement en français, mais c'est prévu, mais en espagnol et en anglais sans parler des langues africaines, eh bien, tout simplement, nous atteindrons rapidement le milliard de téléspectateurs et là, la France et les États-Unis seront très mal. Il faut dire encore quelque chose, c'est que notre expérience dans le domaine des médias télévisés, Afrique Média qui est une grande télévision internationale, moi-même je possède une dizaine de web TV régionales, notamment Centrafrica News TV qui est à la pointe du combat médiatique à Bangui pour le compte du président Touadéra. Nous avons une expérience, il est facile de transformer des émissions de télévision en bande audio, nous avons du matériel, nous avons des spécialistes, et nous ne serons pas isolés d'ailleurs, puisque mes amis iraniens de Téhéran, qui ont une division qui s'appelle Presse TV Afrique, notre combat n'est pas isolé, comme veut le faire croire Jeune Afrique, eh bien, Presse TV Afrique, elle les met tous les jours, elle fait un journal qui s'appelle donc le Zoom Afrique, elle crée déjà des podcasts, et depuis maintenant 3 mois, la radio internationale iranienne d'État, en français, qui s'appelle Pars Today, diffuse les émissions en version audio. Il y a donc un front médiatique qui se constitue, ce qu'ils ont appelé la guerre hybride, ils n'ont pas tort, eh bien, ils doivent se rappeler quelque chose, c'est que il y a une constante en géostratégie, c'est que les armées de guérilla ont toujours vaincu les armées classiques. De la même façon, notre guérilla médiatique vaincra les armées médiatiques de l'Occident. Retour sur ce plateau, on va vous retrouver tout à l'heure, Luc Michel, le temps d'aller au standard de la télévision panafricaine, donner la parole à quelques intervenants pour tenter de comprendre donc cet acharnement contre Afrique Média, la télévision panafricaine qui fait parler encore et encore en Occident. On a cité Radio France Internationale et son édition digitale, on a cité France 24 en parlant des articles qui ont été faits sur ou contre Afrique Média, tout cela dépend. Et maintenant, Jeune Afrique également qui consacre pratiquement une page à la télévision panafricaine, à ses réseaux avec Moscou et qui tente également de présenter le projet de la mise en place de la radio panafricaine. Alors que sur Afrique Média même, les informations complètes autour du développement de ce projet sont régulièrement diffusées, permettant aux uns aux autres de comprendre. Luc Michel, pour vous, c'est un non-événement. C'est uniquement des informations qui ont été ramassées autour de ce qui avait déjà été dit, notamment aux États-Unis, et que l'on peut retrouver également sur certaines plateformes qui sont proches de la télévision panafricaine. Alors, quant aux téléspectateurs, nous souhaitons à présent savoir ce que vous en pensez. Les différents numéros de téléphone sont au bas de l'écran. Vous pouvez nous retrouver pour commenter justement ce fait marquant de l'actualité dans le cadre de cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Bonsoir et bienvenue, le standard est ouvert. Bonsoir. Et vous me recevez? Bonsoir. Ok, donc bonsoir mon cher frère Guy, c'est Delphin de Bujumbura. Bienvenue. Je vous remercie, vous les équipes de la régie, encore une fois de m'accueillir à la maison. Je crois que Monsieur Luc Michel est le seul invité de cet épisode, donc je lui transmets une salutation à la fois chaleureuse et respectueuse. Et je n'oublie pas bien sûr les téléspectatrices et les téléspectateurs. Je vais mettre de l'eau au moulin de Monsieur Luc Michel et rebondir sur un mot que vous avez utilisé, mon cher Guy. C'est effectivement un non-événement. Tout comme Luc Michel, bien sûr sans me donner les dimensions qui sont les siennes, parce qu'il est le plus aguerri dans ce combat, depuis que j'interviens à Afrique Média, parfois en vidéo, en gros donc depuis 2016 à peu près, non, pardon, depuis 2019, lorsque je me promène dans les rues de la ville européenne où je réside, les gens m'abordent aussi dans la rue en me disant « Hey, on t'a vu sur Afrique Média ». Et ce sont des gens aux origines diverses. Vous trouvez là-dedans des Africains, donc des Ivoiriens, des Camerounais, des Guinéens, et vous trouvez ce que j'aime à appeler des Européens d'ascendance germano-franque, donc des Français, des Suisses, des Allemands, des Italiens. Et effectivement,
les prestitudes dont parlait monsieur Luc Michel commencent littéralement à paniquer parce qu'elles se rendent compte que elles ont de plus en plus de mal à nous censurer. Évidemment, cela n'est pas encore visible dans des chaînes comme France 24 ou autres, mais les gens qui se promènent dans les populations, qui ne fréquentent pas nécessairement les élites, remarquent que Afrique Média prend de plus en plus d'ampleur. Et les projets que vient d'annoncer monsieur Luc Michel vont apporter d'autres défaites en cascade dans le camp des gens soi-disant démocrates. Donc effectivement, moi je considère également que c'est comme dans un match de boxe. On peut être impressionné par notre adversaire, on peut le trouver assez rapide, mais nous ne devons pas oublier que nous nous trouvons nous aussi sur le même ring, que nous pouvons lui décocher des mêmes coups que ceux qu'il prétend nous décocher. Donc il s'agit de rester serein. Encore une fois, la géostratégie est une discipline qui ne tolère que très peu d'émotions. Il faut que nous gardions la tête froide. Chaque fois qu'il y aura un blabla démocrate, ce sera à nous de venir le réfuter, utiliser dûment notre droit de réponse. Donc, je ne peux qu'encourager la chaîne panafricaine Afrique Média, encourager sa sœur Radio, d'autant plus qu'elle naîtra dans mon pays, le Burundi, et nous devons continuer ce travail. Afrique Média, le monde c'est nous. Je suis même surpris et agréablement surpris, dirais-je, de voir des Blancs en Europe dire de plus en plus Afrique Média, le monde c'est nous, ou plutôt, pour bien les citer, Afrique Média, le monde c'est vous. Donc, nous faisons notre bonhomme de chemin, il faut garder le cap. Donc, je le répète, pour ne pas trop monopoliser le micro, Afrique Média, le monde c'est nous. Merci à vous, Delphin, pour votre contribution. On va rester au standard. Que vous inspire voilà ces différentes publications sur la chaîne panafricaine Afrique Média? Nous vous interrogeons et nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et rappelez que juste derrière, nous vous proposons justement des réactions en République centrafricaine autour de la présence russe sur le continent africain. Afrique Média qui est accusé de faire le lit justement de cette présence russe et d'être un élément stratégique au cœur du déploiement de la Russie sur le continent africain. Mais cela ne nous empêchera pas de suivre justement ces réactions de Centrafricains par rapport à la présence russe sur le continent africain, toujours dans le cadre de cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Guy Kodouaf. Et je salue comme ça avec beaucoup de respect M. Luc Michel, que moi je qualifie de professeur. Alors, M. Guy Kodouaf, je profite de l'occasion aussi de dire, j'ai toujours rappelé sur Afrique Média que les médias, à savoir les radios, les télévisions et les presse, sont ce qu'on appelle une bombe atomique. Et quand nous voyons cela, nous comprenons bien que depuis fort longtemps, ces gens-là ont utilisé ces médias mainstream pour détourner les Africains et pour pouvoir même tuer beaucoup de nos grands leaders. Mais ils se sont rendus compte que ils ont trouvé ce qu'on dit comme les Ivoiriens, garçons en face. C'est pour ça qu'ils attaquent Afrique Média. C'est pour ça que justement, ils s'en prennent à vous. Même à Luc Michel. Alors, qu'en est-il si nous créons notre grand radio qui va émettre au même moment, au même titre que RFI, qui passe tout son temps à mentir les Africains, à les détourner, avec tous ces Africains-là qui vont là, comme les Alain Foucault et bien d'autres, pour détourner l'attention des Africains. Alors qu'en réalité, c'est là qu'ils vont comprendre que réellement, nous avons une grande chaîne comme Afrique Média. Alors, nous avons hâte de voir qu'on puisse mettre sur pied cette radio-là, pour qu'il puisse faire monter la voix. Nous allons gagner toute l'Afrique entière, voire même le monde entier, comme en train d'expliquer Luc Michel. Parce qu'ils sont encore au début. Nous allons vaincre, comme en train de dire Luc Michel. C'est ce sur quoi que je dis, Guy Kodouaf, grand merci à tous les gens, le monde c'est nous. Voilà, merci à vous pour votre contribution au standard de la télévision panafricaine. On va, avant de retrouver justement derrière Luc Michel et d'autres intervenants, vous proposer d'aller suivre justement les réactions sur place à Bangui, en République centrafricaine, autour de la présence russe dans le pays et également de son influence aujourd'hui sur le continent africain. D'abord, il faut le dire,
la coopération qui lie la République centrafricaine et la Fédération de la Russie ne date pas d'aujourd'hui, encore moins du régime du président Faustin-Archange Touadéra. C'est une coopération que nous avons eue il y a plusieurs décennies. Ça n'a fait qu'être renouvelé. Donc c'est tout à fait normal que nous ayons cette coopération avec n'importe quelle puissance ou bien n'importe quel pays, comme ça peut être avec les États africains, les autres États du monde. Donc cette coopération, elle est la bienvenue, surtout dans un contexte de crise socio-politique, voire même sécuritaire, militaro-politique que la République centrafricaine connaît aujourd'hui. Eh bien, en ce qui concerne justement la présence des forces armées russes, des instructeurs russes également dans votre pays, il se dit que ces instructeurs russes auraient commis des exactions, des violations graves des droits de l'homme, si je vais employer les termes repris par la presse occidentale. Qu'est-ce que vous pensez en ce qui concerne ces accusations-là? Bon, après tout, ça reste des accusations. Et je pense qu'il y a une méthodologie à adopter dans les enquêtes. J'entends par là association de toutes les parties, notamment la partie centrafricaine et ces soi-disant enquêteurs internationaux. Il est important que la partie centrafricaine soit associée pour que effectivement les responsabilités soient situées à n'importe quel niveau que ce soit. En écoutant le gouvernement centrafricain, apparemment les autorités centrafricaines ont été mises à part lorsque les enquêtes là ont été faites. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le rapport fourni par le Conseil de sécurité des Nations Unies perd un peu de crédit vis-à-vis non seulement du centrafricain lambda, mais également des autorités centrafricaines. Donc, ce rapport aurait plus de crédit lorsque les enquêtes sont menées par toutes les parties, comme je venais de le dire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous vérifiez dans la société centrafricaine, les gens doutent un peu de ce rapport et les gens se demandent pourquoi on parle moins des forces négatives, notamment les groupes rebelles qui sévissent à l'intérieur du pays, que des groupes qui viennent quand même au secours du peuple centrafricain. Donc il y a quand même un point qui rend les Centrafricains un peu dubitatifs de ce rapport. Il y a plus de 12 000 casques bleus en République centrafricaine depuis presque 5 ans. Et pendant les 5 ans que les 12 000 casques bleus sont en République centrafricaine, le constat que partagent tous les Centrafricains, où qu'ils se trouvent, c'est que les groupes armés continuent de sévir sur quasiment toute l'étendue du territoire. Nous aimerions bien que ce rapport fasse ressortir les exactions commises par ces groupes armés. Maintenant, on nous fait savoir que ce soit les forces armées centrafricaines comme les forces alliées qui combattent auprès de nos soldats commettent également des exactions sur le terrain. Je ne peux pas refuser, je ne peux pas remettre en cause ce rapport du fait que nous savons que sur le terrain, surtout quand il s'agit du champ de bataille, il y a toujours des bavures. Même que ce soit de la part des forces conventionnelles, il y a toujours des bavures. Mais est-ce qu'on va seulement mettre en exergue les bavures des forces conventionnelles comme les FACA et ignorer ce que commettent les groupes armés sur le terrain également? C'est là où, je le dis encore, le centrafricain ne comprend pas exactement ce que veut la communauté centrafricaine à l'endroit du peuple. Parce qu'avec 12 000 casques bleus, nous pensons qu'on n'avait pas besoin des forces alliées pour pouvoir combattre auprès des Centrafricains si effectivement les 12 casques bleus travaillaient à ramener la sécurité comme le prévoit le mandat qui leur a été attribué par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors qu'il n'est pas le cas, raison pour laquelle la République centrafricaine est obligée de se tourner vers des forces alliées, se tourner vers des pays avec lesquels nous avons une historique dans nos liens de coopération pour pouvoir nous prêter main forte. Il y a un adage qui dit chez nous, quand ta maison brûle, même si c'est l'eau minérale, même si c'est eau usée, quelle que soit la qualité d'eau, tu prends d'abord pour éteindre le feu, tu récupères tous les documents, tous les objets que tu as dans ta maison. Après, maintenant, tu vas te rendre compte que maintenant, l'eau là, ça sent mauvais. Mais en attendant, maison là, c'est déjà, tout ce que tu as dans la maison là, c'est déjà sauvé. Et c'est ce que nous, Centrafricains, on vit et nous pensons que c'est vrai, il y a des bavures, mais voyons d'abord ce qui est primordial pour le peuple centrafricain. Est-ce que le Centrafricain aspire à la paix ou pas? Et si nous travaillons pour la paix pour le moment, je pense que et la communauté internationale et les forces alliées qui viennent combattre à nos côtés aujourd'hui doivent également accompagner les autorités centrafricaines, accompagner le peuple centrafricain à aller vers cette paix. Et c'est cette paix qui nous est plus chère que tout. Merci beaucoup.
Je vais éclairer aujourd'hui la lanterne de l'opinion nationale et internationale par rapport à cette question de coopération gagnante-gagnante, et je pèse les mots, entre aujourd'hui la République centrafricaine et la Fédération là-dessus. Et en deuxième lieu, je vais évoquer les cas des prétendus droits de l'homme violés par les forces russes en République centrafricaine. Et comme je l'ai dit, d'abord s'agissant de la coopération entre la République centrafricaine et la Fédération de la Russie, je l'ai dit à haute intelligible voix, c'est cette coopération aujourd'hui qui a donné un regain d'espoir au peuple centrafricain en termes de coopération d'égal à égal et gagnant-gagnant. Vous avez vu aujourd'hui, la Russie nous a aidés avec les instructeurs russes dans le cadre de la formation de nos forces armées centrafricaines. Aujourd'hui, les forces armées centrafricaines qui sont déployées sur le terrain sont aguerries pour faire face à n'importe quel type de danger. À n'importe quel type de danger. Voilà pourquoi nous allons vraiment jeter un bouquet de fleurs sur la Fédération de la Russie en termes de coopération militaire. Également, nous avons également, en termes économiques, la Russie également est en train de prolonger, de promouvoir, n'est-ce pas, un investissement en long terme dans ces pays. Donc je pense pour ma part aujourd'hui, le peuple centrafricain ne peut être fier qu'aujourd'hui de cette coopération, n'est-ce pas, gagnant-gagnante, parce que vous avez vu, dans le passé, notre pays a fait les frais des crises militaro-politiques à cause de certaines puissances occultes dont la France, nous ne taisons pas le nom, qui alimentent toujours les groupes armés pour déstabiliser les pays. Aujourd'hui, la Russie est intervenue, n'est-ce pas, pour mettre de l'ordre dans notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui le peuple centrafricain ne peut que s'aligner derrière la Fédération de la Russie. Là, c'est mon point de vue et le point de vue du peuple centrafricain. Et également, s'agissant de l'autre là, des droits de l'homme violés par les forces russes en République centrafricaine. Comme je l'ai dit, en amont de mon intervention, vous les hommes des médias, vous devrez être vigilants lorsque vous relayez les informations. Vous savez, il y a certaines puissances qui ne veulent pas de la paix dans notre pays. Je parle du bloc de l'OTAN, n'est-ce pas? Ceux qui avaient déstabilisé la Libye, et c'est la même stratégie qu'ils sont en train de développer en République centrafricaine. Je parle de la coalition France, Amérique et de l'Angleterre qui ne veulent pas de la paix dans un pays du tiers-monde où la Russie veut mettre de l'ordre. Et s'agissant de ces droits de l'homme, moi-même je m'interroge, lorsqu'il parle des droits de l'homme, de quel type de droits de l'homme parlait-il? Vous avez vu, mes chers amis, lorsque les groupes armés de la coalition des patriotes pour le changement, dirigés par un ancien président de ce pays, l'ancien président Bozé, marchaient, n'est-ce pas, vers la capitale pour renverser un régime démocratique en violant les droits de l'homme. Aucun, n'est-ce pas, aucun membre, aucun pays de l'OTAN, je parle de la France, des États-Unis, n'a levé aucun doigt pour condamner, n'est-ce pas, le renverser, cette opération criminelle conduite par l'ancien président Bozizé. Vous avez vu dernièrement à Alindao, les groupes armés, n'est-ce pas, de la CPC ont commis, n'est-ce pas, des violations de droits dans cette localité. Même la MINUSCA qui est là n'a levé ne fût qu'un seul doigt pour condamner, même ni la France. Et aujourd'hui, lorsque notre partenaire crédible, fidèle aujourd'hui, qui est la Russie, veut imposer l'autorité de l'État dans une localité, il parle des droits de l'homme. Voilà pourquoi je vous ai dit avant-hier que les droits de l'homme aujourd'hui n'existent qu'en fonction des intérêts des puissances. Le droit de l'homme aujourd'hui est manipulé par les grandes puissances. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui le peuple centrafricain est fier de l'autre là, des opérations menées par les forces russes en République centrafricaine. Parce que
sans l'appui de la Fédération de Russie, la France aurait dû imposer un chaos criminel dans ces pays. Vous avez... Et voilà, retour sur ce plateau, nous allons continuer à suivre ces différentes réactions tout à l'heure, le temps de recevoir cet autre appelant qui arrive à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe Afrique Média. Un big up spécial à Luc Michel. Alors, avant de commenter les gesticulations occidentales par rapport à la montée en puissance d'Afrique Média, je vais d'abord mettre un accent particulier sur un aspect, ce qui concerne la Centrafrique. Nous avons fait une analyse multicritère sur l'engagement des autorités centrafricaines avant le nouveau gouvernement et après le nouveau gouvernement. Bon, moi, vous savez qu'ici on parle sans langue de bois parce que l'Afrique qui veut se libérer, c'est aussi l'Afrique qui a la liberté de ton. J'affirme sur la base d'informations spécifiques et je l'assume, je dis ici à Mondiovision, que le nouveau premier ministre centrafricain, Henri-Marie Dondra, est un infiltré. C'est un pro-français. On peut le démontrer, on parle à Mondiovision. Touadéra gagnerait dès maintenant à l'enlever et remettre Firmin Grebada ou un autre premier ministre sérieux. C'est à cause de ce premier ministre que l'embargo a été renouvelé. En fait, on a fini par comprendre que la France, vu qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas discuter avec Touadéra parce que Touadéra ne répond même pas à Macron au téléphone, ils se sont dit, si on n'arrive pas à voir le président, et faisons au moins tout pour avoir un premier ministre qui est à notre cause. Comme ils ont essayé de faire au Mali, vous avez vu, avec Motawan, puisqu'ils ne pouvaient pas parler à Assimi Goïta, ils sont venus instrumentaliser son premier ministre pour que lui mette un gouvernement pro-français. Et donc, quand Assimi Goïta a su ça, c'est comme ça qu'on l'a enlevé, ce qu'ils ont appelé le coup d'État dans le coup d'État. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire en Centrafrique. Et je le dis, Henri-Marie Dondra est un pro-français, il faut l'enlever rapidement. L'objectif pour les Français, c'est de pourrir la bonne dynamique centrafricaine de l'intérieur. Et il y a plusieurs services de renseignement russes qui ont déjà dit ça à Touadéra, il le sait, que son premier ministre, c'est pas bon, il faut qu'il enlève. Donc, nous, on attend le décret parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on n'a pas de temps à perdre. Alors, pour rebondir sur ce qui se passe avec les médias, mais c'était prévisible. S'il y a un média africain qui a la liberté de ton et qui a l'art de mettre le doigt où ça fait mal, vous attendez à quoi? Ça dérange l'ennemi. Et donc, il met en place tous les mécanismes qui lui semblent nécessaires pour déstabiliser. Ce qu'on doit faire, c'est davantage, on doit multiplier les programmes sur Afrique Média et même créer plusieurs chaînes comme Afrique Média, étendre Afrique Média partout où c'est possible. Alors, plus qu'ils veulent jouer aussi la politique de pourrir les choses de l'intérieur, ce qu'il faut souvent faire, il faut jouer aussi avec l'opposition française, l'opposition sérieuse française et la société civile française pour les faire intervenir régulièrement. Des gens comme les Gilets jaunes, toute la masse silencieuse qui dénonce des faits réels au niveau de la France, qu'on tente d'étouffer, il faut les faire venir sur Afrique Média. On pourra coopérer avec eux et essayer d'aller vers un monde qui a plus de liberté de temps. Donc voilà aussi les stratégies qui sont nécessaires pour faire mal à l'adversaire. Donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous suivons de près ce qui se passe, parce que il y a de bons signes à l'horizon. Nous ne devons pas baisser les bras. Merci encore. Merci également à vous pour votre prise de parole au cœur de cette palabre intellectuelle et vos opinions. On les a reçues et nous allons poursuivre avec un autre intervenant juste derrière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Guy Fondor. Bonsoir à Luc Michel, qui est un panafricaniste et un géostratège vraiment qui nous édifie et qui nous dit plein de choses dont on a besoin. Il y a un adage africain qui dit naturellement que on ne lance jamais les pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Afrique Média, c'est un arbre qui porte vraiment des fruits et qui est chargé de conscientiser les Africains de masse. La radio panafricaine qui est en train d'être mise sur pied est tellement attendue par toutes les couches sociales parce qu'on a besoin de ça. L'Afrique est en train de se réveiller. Afrique Média est en train de toucher toutes les couches et l'ennemi a compris. C'est parce qu'ils sont touchés qu'ils sont en train de parler. Moi, je dirais, comme M. Luc Michel a dit tout à l'heure, ce n'est que le début parce que avec la radio, on ira plus loin. On ira plus loin et l'Afrique va se réveiller comme un seul homme et va
redorer son blason. Vraiment, merci beaucoup pour le travail abattu par Afrique Média. Je suis Thomson et Hans de Tunisie. J'apprécie vraiment ce que vous faites. Afrique Média, le monde c'est nous. Merci également à vous pour votre contribution. Et toujours le standard, nous allons y rester et rappeler qu'avant de retrouver Luc Michel, nous repasserons par la réalisation pour davantage vous proposer les réactions des Centrafricains par rapport à la présence russe et par rapport à l'influence de la Russie aujourd'hui sur le continent à travers de nombreux théâtres comme celui du Mali aujourd'hui avec Assimi Goïta qui ne rêve que d'étendre la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, un peu comme la Russie avec beaucoup d'aisance d'ailleurs, le président Faustin Archange Touadéra avec la République centrafricaine, désormais dotée d'une armée, non plus de projection, mais une armée de garnison qui est pratiquement stationnée maintenant sur l'ensemble du territoire et capable d'être rapidement présente au cœur des différents théâtres d'opération. Réactions et commentaires tout à l'heure également. Bonsoir et bienvenue. Et voilà, monsieur Niaton, un autre détour justement au cœur de ces réactions des Centrafricains sur la présence russe et la nouvelle influence aux côtés des États du continent dans des objectifs qui sont communs, à savoir la liberté et la souveraineté. Ce que je pensais, l'heure venue de pays Russie dans notre pays, je crois que ça nous plaît un peu par rapport à notre situation qu'on a vécue auparavant. Auparavant, notre relation avec les Français, c'est comme si nous sommes toujours dans le trou. Mais c'est comme si nous leur revenons, ils nous ont fait sortir quand même. Eux, ils cherchent maintenant à ouvrir notre yeux. Et il y a beaucoup de choses à changer dans notre pays. Il a attaqué les gens rebelles qui sont bloqués les frontières, les gens qui font les exactions. Ils ont essayé quand même de l'arrêter. Et notre problème maintenant, nous voulons que la Russie amène toujours la paix dans notre pays. Et nous voulons qu'eux, ils ne fuient pas notre pays. Ils doivent aussi considérer notre pays comme leur pays aussi. Parce que leur comportement de faire, il y a d'autres gens qui critiquent. Il y a d'autres gens qui bien dire qu'ils ont mal fait, les autres disent qu'ils ont bien fait. Mais ce que je constate, c'est grâce à la Russie que nous sommes comme ça. Si les Russes ne sont pas venus à cause de ces gens qui sont venus ici, là, nous devons mourir, nous devons être finis dans ce pays. Et je vois la difficulté, c'est bon, il n'y a pas de difficulté maintenant. Il n'y a pas de problème. Le problème des salaires, il n'y en a plus. Ils sont venus avec une idée au niveau de la douane. Auparavant, c'est le Banque mondial qui nous a financés. Là, c'est un problème vraiment qui concerne tous les Centrafricains. Maintenant, ils ont organisé avec leurs appareils au niveau de la douane. C'est l'argent de notre pays maintenant qui nous gère maintenant. Donc c'est ce que je veux vous dire. Vraiment, je suis confiance avec pas moi seul, mais toutes les populations avec confiance avec les Russes. On ne peut pas écouter ce que les gens en train de mentir, que les Russes venaient faire des actions. Mais eux, ils ne voient pas ce que nous avons vécu auparavant. Merci, c'est ce que je veux vous dire. Bien, le président Touadéra, il a très bien fait. On a beaucoup souffert dans notre pays, depuis l'indépendance jusqu'à présent. Il n'y a rien. Alors, les choses se passent par et d'autre. D'autre part, on en a marre de la France, on en a marre en RCA. Alors, depuis la colonisation jusqu'à présent, il s'agit des coups d'État en perpétré en République centrafricaine. On en a marre. On a besoin maintenant de sortir, de développer notre pays. Ce que le président Touadéra a fait, il avait raison. Il a fait tout pour sortir ce pays de la boue. Alors, ce qu'il a fait de cette coopération entre la Centrafrique et la Russie. La Russie était venue, il a démantelé tous les réseaux que les gens de CPC ont fait leur base dans ce pays, tuer les militants, tuer les Centrafricains, les Centrafricaines, met les choses en débandade. Alors, ce que le président Touadéra a fait, il cherche à ramener la paix dans notre pays. La Russie était venue, il a démantelé toutes les bases de rebelles. Alors, il restait maintenant de leur poursuite de tout récupérer notre frontière et mettre la paix en République centrafricaine. Et dans cette relation bilatérale entre Centrafrique et la Russie, il y a des choses aussi
qu'ils ont dit que les Russes ont commis des exactions sur le peuple centrafricain. Alors j'ai écouté le procureur de la République, il a dit qu'il va faire des investigations pour faire ses recherches pour voir est-ce que cela est la vérité ou pas. Alors on attend ces résultats pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore connaître ces résultats. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est que pour nous, c'est un avantage pour nous de coopérer avec les forces alliées, de nous aider compte tenu de l'embargo qui est sur nous et compte tenu que les forces de notre pays ne soient pas encore prêtes. Parce que, un, on a besoin de les réhabiliter et de deux, ils ont besoin d'être encore reformés pour comprendre ce qu'est la valeur d'un être humain. Et la troisième des choses que je vais compléter pour les faire comprendre qu'un armée, il est apolitique. Vu qu'on trouve de tous ces trucs-là pour remettre notre pays à sa place, on a besoin des forces alliées, des Russes, pour venir encadrer nos militaires. Et dans l'encadrement, ça va leur permettre, avec tous les exercices, vu l'exemple qui s'est passé dans nos arrière-pays, qu'on n'a jamais eu la paix. Vu avec le travail qu'ils font avec les forces armées, ça va leur permettre de les faire comprendre quel est leur droit, quelle est la valeur de tenue qu'eux ils portent pour mettre la paix dans notre pays. Donc je vois que pour nous, notre gouvernement a bien réfléchi pour faire appel à ces alliés-là de nous venir nous donner cette coup de main. Moi je ne vis pas ailleurs. Depuis la crise de 2012 jusqu'à présentement, je suis un fils de pays. Je vis dans un secteur où on appelle ça secteur rouge. Donc je suis bien, vu ce qu'on a traversé. Les Français sont là. C'est les Français qui nous ont colonisés. La première personne que notre maison a pu faire, il devrait venir éteindre, c'est la France. Mais quand il ne tient pas compte de son responsabilité, vu que même la France qui est venue désarmer les rebelles qui sont venus prendre le pouvoir, ils n'arrivent pas à maîtriser le pouvoir. Même ces Français-là, il y a d'autres Français qui font partie des groupes, des malfaiteurs, qui viennent encore doter ces mêmes gens-là, qui viennent encore montrer aux jeunes centrafricains de créer des trucs pour créer des problèmes. Imagine-toi, si tu as affaire à quelqu'un qui ne veut pas que tu sors de la situation où tu es, te mettre toujours dans les mêmes souffrances, dans la même difficulté, il suffit de faire appel à quelqu'un qui te tend la main, de profiter de la personne là, de faire comprendre à la personne qui n'arrive pas à mettre la paix chez toi, que sans lui, c'est ce qu'il devrait faire. Donc pour nous, avoir accord avec le Russe, c'est de montrer à la France qu'on en a marre. Il est là, rien n'a changé. On a entendu des opérations comme il y a un groupe de Français qui sont venus. Tu vois qu'auparavant c'est MINUSCA. Après ils ont créé quelque chose de fort. Avec toutes les démarches qu'on a essayé de mettre en place, rien n'a changé. Pour mettre l'appel à si les Français ont pris les choses en main, est-ce que c'est les Russes qui devraient prendre les 90% de nos arrière-pays qui ne sont pas sécurisés? Non. C'est le travail de la France, mais il n'a pas fait. Avec les forces alliées, ils sont venus nous tendre la main avec leur aide. Voilà la 90% de notre arrière-pays. Et maintenant on fait. Voilà l'exemple qu'on attend de France. Mais avec tout ce que la France est en train de manigancer pour dire ceci, moi je dis c'est la honte. La meilleure des choses à faire, c'est de comprendre que nous on a déjà compris. Mais on veut sortir de la situation. Ouais, c'est par rapport à ça. Et voilà, retour sur ce plateau. Luc Michel, vous êtes à Bruxelles. Je vous retrouve pour la toute dernière partie de cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Cette fois-ci pour aborder le groupe Wagner. Pour vous, c'est une... Voilà. Pour vous, Luc Michel, c'est une nébuleuse. Enfin, ce n'est pas une nébuleuse comme on peut le lire, notamment dans l'article qui est paru dans Jeune Afrique. Il s'agit simplement d'un mythe qui a été créé pour justifier certains agissements. Vous dites que Wagner n'existe pas et qu'il y a
plutôt une multitude de firmes de sécurité autour du président Faustin-Archange Touadéra aujourd'hui, qui l'accompagne dans sa politique, notamment de libération du pays. À la fin de la guerre froide, au début des années 1990, les Américains qui ont gagné la guerre froide, ils décident de privatiser la guerre. C'est-à-dire que la guerre ne va plus être confiée à des armées, mais à des firmes de mercenaires. C'est la grande époque des Blackwaters, etc. Il y a un théoricien, un idéologue à cette privatisation de la guerre. Il s'appelle Eric Prince. C'est le fondateur de Blackwaters. Il a été conseiller officiel de Donald Trump. C'est un des conseillers officieux de Biden maintenant. Il y a un autre dirigeant, il s'appelle Carlucci. Il est mort maintenant. Il a été ministre de Bush 2. À partir des années 90, donc les firmes de sécurité se substituent aux armées occidentales dans toutes les guerres de Yougoslavie contre Milosevic, dans la guerre d'Irak, dans la guerre d'Afghanistan. Aujourd'hui, en Afghanistan, il y a plus de contractuels, puisqu'ils s'appellent comme ça. On dit des mercenaires quand c'est les Russes, mais quand c'est des Occidentaux, on dit des contractuels. Il y a donc plus de contractuels que de soldats des États-Unis et de l'OTAN. À partir de 2013-2014, la Russie commence à réfléchir au problème. Elle constate que les mercenaires occidentaux, ils ne sont pas seulement déployés dans des théâtres de guerre, ils appuient ce qu'on appelle les révolutions de couleur. Par exemple, lorsqu'il y a l'Euromaïdan qui détache l'Ukraine de la Russie, il y a un coup d'État qui a lieu à Kiev, il est appuyé par des mercenaires venus de Pologne et des États-Unis, et les milices de Kiev qui combattent la sécession des provinces russes, moi je connais très bien le dossier parce que je me trouve de l'autre côté, j'ai appuyé ces républiques, eh bien, on constate que ces mercenaires appuient l'armée ukrainienne. Les Russes décident donc, sous le contrôle de leur grand état-major, de créer 11 firmes de sécurité. Pourquoi le grand état-major? Parce que les Occidentaux font la même chose. Ce sont des généraux américains, français, britanniques, mis précocement à la retraite qui dirigent les firmes de sécurité. Le plus célèbre, c'est le général Jones. Il était conseiller à la sécurité nationale d'Obama. C'est le mentor aujourd'hui de Katumbi en RDC. C'est lui qui a introduit des mercenaires de son groupe, l'International Jones Group, au Congo. Les Russes, donc, contrairement aux Occidentaux, ils ne prennent pas des voyous pour faire ces firmes de sécurité. Ils prennent d'anciens militaires. Ils sont étroitement tenus en main par le grand état-major. C'est pour ça que il n'y a pas une minute à croire à tous ces soi-disant rapports américains sur des exactions des mercenaires russes. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est qu'à partir de 2014, les firmes de sécurité russes interviennent. Elles viennent dans tous les pays où la Russie ne peut pas intervenir officiellement, et elles viennent en poisson pilote, comme on dit, elles ouvrent le terrain. C'est la raison pour laquelle on m'a mis une proximité avec le soi-disant groupe Wagner, parce que moi je fais le même travail dans le domaine médiatique, et dans ce que les Américains appellent la diplomatie grise, et que nous appelons en Europe la diplomatie parallèle. Ça m'est constamment reproché par les médias occidentaux. Les firmes de sécurité russes, elles interviennent donc en Crimée. C'est elles qui protègent notamment mes équipes quand nous faisons le monitoring du référendum. Elles interviennent à Donetsk, au Donbass en Ukraine. Elles interviennent ensuite au Soudan. Elles interviennent à côté de Haftar en Libye. Elles empêchent la Libye de devenir un califat djihadiste. Parce que de l'autre côté, il y a la seconde armée de l'OTAN, c'est la Turquie. Donald Trump a amené les Turcs à Tripoli. Ils sont venus avec des milliers de djihadistes syriens, des membres d'Al-Qaïda, et ils ont inversé le cours de la guerre de Libye. Ils ont repris le contrôle d'une grande partie de la Libye pour le compte des Américains. Actuellement, les firmes de sécurité, elles sont présentes dans un certain nombre de pays. Le principal, évidemment, c'est la Centrafrique. C'est un groupe qui s'appelle Sewa Security. Et elles interviennent également au Mozambique. Il y a actuellement une guerre au Mozambique qui ressemble à celle de Centrafrique. D'un côté, les Occidentaux, appuyés par une 5e colonne africaine, et de l'autre côté, l'armée mozambicaine, appuyée par la Russie.
Qu'est-ce qui se passe au Mozambique? On a découvert il y a 2 ans de gigantesques gisements de gaz. Il n'y a plus de gaz au Mozambique, offshore, qu'il y en a dans le Golfe Persique ou qu'il y en a aux marges de la Russie. On parle de milliards de dollars d'exploitation par an. Immédiatement, on voit intervenir des djihadistes. Daesh arrive au Mozambique. Jusque-là, on n'avait jamais vu un seul djihadiste. Et les Occidentaux interviennent. ExxonMobil, Total. Total, elle a une lobbyiste déclarée, c'est Marine Le Pen. Comme Mélenchon fait campagne contre Obiang Mbasogo, Marine Le Pen fait campagne pour Total, pour qu'on crée une base militaire au service de la France et de Total au Mozambique. Les Russes empêchent cette invasion du pays et grâce à eux, les djihadistes sont contenus dans le nord-est du pays. À partir de ce moment-là, il y a un lien direct avec la Centrafrique et la campagne contre Afrique Média et moi-même. En juillet 2020, excusez-moi, Tibor Nagy, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères de Trump, mais c'est surtout un des dirigeants d'un think tank américain tout puissant, il s'appelle l'Atlantic Council, c'est lui qui pilote la politique américaine en Afrique, sous Bush II, sous Obama, sous Trump et maintenant sous Biden. Tibor Nagy vient à Bangui, il fait la leçon au président Touadéra, qui évidemment l'écoute avec un sourire ironique, et immédiatement, la campagne contre le groupe Wagner, contre Afrique Média, contre moi-même, elle est lancée aux États-Unis. Il y a un effet de cause à effet, c'est la victoire russe, bien entendu, en Centrafrique, qui commente la campagne médiatique. Au milieu de tout ça, donc, il y a une guerre de l'information, il y a une guerre diplomatique, et il y a bien entendu des opérations militaires. Qu'est-ce qu'on reproche au groupe Wagner dans le livre de Compagnie Yuki, dans Jeune Afrique, dans Marianne, etc. On lui reproche d'être au centre de ce qui s'appelle les opérations d'influence russe en Afrique. Qu'est-ce que c'est l'influence? C'est ce qui change la politique occidentale en fait. Qu'est-ce qu'il reproche à Wagner? D'une part, le domaine militaire, c'est là qu'intervient Eugénie Prigozhin, puisqu'il est considéré comme le grand patron. Prigozhin, c'est un homme important en Russie, c'est un ami de Poutine. Et, bien entendu, on dit que le groupe Wagner pille le pays. C'est oublié, Afrique Média l'avait démontré par des vidéos il y a quelques années, que le pillage du diamant et de l'or du centrafricain, il est mené par les Français et les Américains, en particulier grâce à l'embargo sur les diamants, les Blood Diamonds, ce qu'on appelle le processus de Kimberley, qui fait que l'État centrafricain ne peut pas vendre ces diamants. Ceux-ci sont volés par les Occidentaux. Ils sont principalement vendus en Belgique, au port d'Anvers, qui est la première place mondiale de vente du diamant, avec la complicité de l'OTAN et de la Belgique. Deuxième volet, c'est la guerre de l'information, la guerre hybride. C'est là que nous intervenons évidemment dans ce fantasme médiatique. On reproche à la Russie toute une série d'oppositions. Il y a notamment des opérations d'influence électorale. Une fois de plus, il me retombe dessus, puisque entre 2016 et 2015, j'ai conduit des centaines de missions de monitoring dans les ex-républiques soviétiques et en Afrique, ce que beaucoup oublient. Maintenant, je ne m'occupe plus de ça parce que d'autres le font et très bien. Moi, comme le journal l'écrit, je suis un ouvreur de nouveaux fronts, un pionnier. Je ne m'intéresse pas éternellement quand d'autres peuvent faire le travail. Donc le groupe Wagner, il est au cœur, avec Eugénie Prigozhin, du fantasme occidental. D'un côté, les opérations militaires. De l'autre côté, les firmes russes qui arrivent en Afrique. Dans un troisième côté, la guerre de l'information. Dans un quatrième côté, l'influencement des élections. Par exemple, à Madagascar, lors des dernières élections, on a reproché aux Russes d'intervenir en faveur de Rajolina et on a reproché à Afrique Média d'intervenir. En réalité, les élections ont bien été influencées, mais par deux think tanks occidentaux, la NDI, qui est une des vitrines légales de la CIA, et la Friedrich Ebert Stiftung, qui est une vitrine des services secrets de Madame Merkel à Berlin. C'est par exemple la Friedrich Ebert Stiftung qui a amené les activistes qui ont introduit la guerre ethnique
au sein de la campagne de Kamto lors des dernières présidentielles. Voilà donc, d'un côté, il y a un monstrueux culot, c'est-à-dire qu'on reproche aux Russes ce que font en réalité les Occidentaux, c'est-à-dire les mercenaires, c'est-à-dire les coups d'État, c'est-à-dire les tentatives d'assassinat des présidents. Souvenons-nous au cours des derniers jours, sans parler du maréchal Idriss Déby Itno, l'arrestation de Guignolo, qui avait loué une villa à quelques centaines de la villa privée de Touadéra, qui devait servir de base d'opération à son assassinat. Souvenons-nous maintenant de la tentative de coup d'État contre Ajolina à Madagascar, parce qu'il a fait une erreur. Là-bas, c'est les Iraniens qui interviennent. Il a signé des accords militaires il y a 15 jours en Inde avec les Iraniens. Il a ouvert à la marine iranienne qui est sortie du golfe Persique, qui est déployée dans le golfe de Guinée et dans l'océan Indien. Il a ouvert tous les ports de Guinée équatoriale. Donc, ce fantasme absolu, ce monstre médiatique, en fait, c'est la mauvaise conscience et c'est la réalité de l'Occident, pas du tout des Russes, qui sont des soldats de métier, qui font un combat honorable. Allez demander à Bangui, aux Centrafricains, ils saluent leurs libérateurs, ils saluent leurs défenseurs. Lorsqu'on a sorti il y a quelques jours le film Touriste, auquel on reproche d'ailleurs à Afrique Média d'avoir fait la publicité de ce film, on dit que c'est Prigogine, de nouveau lui qui l'a financé. Il y a eu dans le plus grand stade de Bangui des dizaines de milliers de Centrafricains qui sont venus regarder le film et applaudir les Russes sur grand écran. C'est donc défaite médiatique, défaite militaire. C'est la défaite en Centrafrique qui explique évidemment les campagnes actuelles, puisque les Occidentaux voient avec horreur le phénomène se développer au Mali, au Tchad qui vient de signer des accords avec l'armée russe, au Congo-Brazzaville qui vient comme au Biangnemam-Basogo il y a 5 ans d'ouvrir les ports en eau profonde du Congo-Brazzaville à la flotte russe. Il y a bien entendu tout cela. Il y a les Russes au Mozambique. Ils sont présents dans 14 pays, ces firmes de sécurité. Elles combattent avec efficacité l'influence occidentale. Vous comprenez donc pourquoi on a lancé cette grande campagne et pourquoi, je peux vous donner mon avis, elle n'est pas prête de s'arrêter. N'oubliez pas que des journaux américains puissants comme The Daily Beast, comme la Free Russia Foundation, comme CNN, sont en train de reprendre la même thématique. Merci à vous, Michel. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir avec grand intérêt. Nous allons sortir de cette autre édition de la Palabre intellectuelle en vous proposant de continuer à suivre quelques réactions par rapport à la présence russe en République centrafricaine sur place à Bangui. Et juste derrière, bien sûr, vous aurez le journal africain qui vous sera présenté par Junior Wafo. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne suite à l'écoute de nos programmes. La coopération entre la République centrafricaine et la Russie, on découvre quelque chose qu'ils ne voient pas, et la retour de paix, ça revient facilement. Comme longtemps, on a parlé beaucoup de paix, mais on n'en voit pas le paix. Mais présentement là, on a senti que le président Touadéra a fait une chose sérieuse. Oui, je veux la continuité avec la coopération, la Russie et la République centrafricaine. Merci. Effectivement, cette question aujourd'hui est la bienvenue. Et vous êtes sans ignorer que... vous pouvez revenir un peu. Allez-y seulement, allez-y seulement. Restez là où vous êtes. Parlez, vous allez écouter. Si vous pouvez répondre. Voilà, c'est vous qui allez modifier à votre niveau? Oui. Allons-y. Aujourd'hui, je pense que lorsqu'il s'agit de parler du retour de la paix, aujourd'hui, il faudrait remercier aujourd'hui la sagesse du président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui a su coopérer aujourd'hui avec la Fédération de la Russie, chose qui est en train de ramener la paix en République centrafricaine. Et vous êtes sans ignorer que il y a eu des activités tendant à menacer la paix dans ces pays. Je parle de la création inopportune d'un groupe armé dirigé par l'ancien président François Bozé, qui a failli renverser un régime démocratique dans ces pays dirigé par le président de la République. Et grâce à l'appui de la coalition FACA russe et rwandaise, vous avez vu que la paix est en train de
revenir progressivement dans ces pays. Aujourd'hui, plus de 90% du territoire national qui était occupé illégalement par les groupes armés est en train d'être revenir sous le contrôle des forces loyalistes et les activités reprennent progressivement sur toute l'étendue du territoire. Voilà ce que nous pouvons dire à Sinou. Là, c'est également là, en tant qu'activiste dans ce pays, cela ne peut que m'interroger. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de violations des droits de l'homme, moi-même, je m'interroge de quel type de droits de l'homme ceux-là. Je parle de l'organisation de l'Atlantique Nord qui est composée de la France, les États-Unis, même là. De quel type de droits de l'homme ces puissances aujourd'hui qui sont contre la présence russe en Centrafrique veulent faire montre. Parce qu'aujourd'hui, tout semble que les droits de l'homme n'existent qu'en fonction des intérêts des puissances. Vous avez vu, lorsque les groupes armés étaient en marche, violaient les droits de l'homme dans les provinces, dans les villages, et ils étaient contre les intérêts du peuple centrafricain, aucune organisation, même la MINUSCA qui est là, ne s'est levée pour condamner l'activité des groupes armés. Et aujourd'hui, lorsque l'État veut réclamer sa souveraineté à travers l'imposition de la sécurité par l'appui des FACA, des Russes et des Rwandais, il parle maintenant de droits de l'homme. Cela ne peut que nous surprendre. Et vous devez également comprendre les enjeux géostratégiques. C'est également une manière pour la France, et appuyée par les Américains, de contrecarrer aujourd'hui la présence russe en République centrafricaine. Mais pour le peuple centrafricain est solidairement derrière les Russes, parce que sans l'appui des Russes, aujourd'hui, la République centrafricaine risquerait de plonger dans un chaos permanent, imposé aujourd'hui par des forces occultes qui ne veulent pas de la paix dans ces pays. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, il n'y a pas de violation des droits de l'homme, c'est un non-événement pour discréditer aujourd'hui la présence des Russes en République centrafricaine. À vous également de le constater, vous pouvez interroger n'importe quel citoyen de ce pays, soucier réellement de la paix dans ces pays. Ils ne peuvent que soutenir aujourd'hui l'action que la Fédération de la Russie est en train de faire dans ces pays. Je pense qu'avec la Russie, c'est la coopération du type gagnant-gagnant. Vous savez, la Russie aujourd'hui intervient dans ce pays dans plusieurs domaines pour le relèvement de notre pays. L'un des secteurs prioritaires, c'est la sécurité. Vous avez vu, aujourd'hui, dans le passé, il y avait trop de lenteur, n'est-ce pas, entretenue par l'EITM, je parle de l'Union européenne, dans la formation des FACA, mais avec la Fédération de Russie, ils écoutent à durée et également, ils accroissent également, ils progressent rapidement dans la formation des FACA, ce qui permet de faire face, n'est-ce pas, à l'insécurité, n'est-ce pas, qui gangrène dans le pays. Outre le domaine sécuritaire, nous avons également le domaine économique avec le forum de le forum économique de Saint-Pétersbourg, où la Russie a décidé, n'est-ce pas, de nous octroyer des aides pour le relèvement dans notre pays. Voilà, donc je pense que aujourd'hui, le peuple centrafricain est fier de la Russie. C'est moi qui vous remercie. Bon, quand on parle d'instructeurs russes, là, il faut quand même faire quelques nuances. On n'a pas besoin de 1000 éléments pour qu'on dise l'instructeur. Instructeur, si nous en avons 10, 15, 20, 30, même 40, c'est bon. Mais il faudrait qu'on parle de la présence des militaires russes en RTA. Pas question de parler d'instructeurs russes. Là, c'est un peu politique et puis c'est pas bien. Quand votre maison brûle, est-ce que vous avez besoin d'aller prendre de l'eau propre? Est-ce que vous avez besoin de savoir que l'eau que vous allez verser pour éteindre le feu est propre ou sale? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Non. Donc la présence des Russes chez nous est vraiment bénéfique. La MINUSCA est venue. La MINUSCA a fait plus de 15 ans avec tout ce qu'on a vu comme matériel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Russes sont venus et je peux dire maintenant que la rébellion est presque finie. La rébellion est finie peut-être à 90%. Maintenant, ce qu'il faut pour nous maintenant, c'est de penser au lendemain. Avec les Russes, qu'est-ce qu'ils vont nous amener? Parce que nous sommes un pays pauvre, on est un pays par terre. Donc, il faudrait que les Russes viennent avec les espérances qu'ils ont
qui nous aide à ce que le prix puisse s'élever. Donc moi je pense que la présence russe chez nous est vraiment bénéfique. Économiquement. Quand par exemple on a au niveau par exemple du ministère de l'éducation nationale, on a repoussé les examens jusqu'au mois de septembre. Pourquoi? C'est pas parce que à l'arrêt pays, les gens n'ont pas été à l'école. Et tout ça, ça nous crée des retards. Donc au lieu que les gens puissent critiquer l'intervention des Russes, c'est mieux qu'ils viennent, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on discute pour voir ce qu'on peut faire pour le lendemain de la Centrafrique. Merci, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Moi, je pense que les instructeurs russes qui sont là sont pour notre protection. D'abord, le président de la République, avec son Premier ministre, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que nous, aujourd'hui, nous vivons quand même dans la paix. Nous savons que dans l'arrière-pays, il y a beaucoup de gens qui s'entretuent. Mais avec les instructeurs russes, avec leur appui multiforme, nous pensons que la paix est en train de revenir aux républiques centrafricaines. Et moi, je jette des crédits beaucoup à leur égard. Je pense qu'ils ont là, leur présence, ça quand même fait en sorte que les rebelles disparaissent. Mais il reste beaucoup d'efforts de notre gouvernement, de la communauté internationale, de les appuyer pour que la paix revienne définitivement aux républiques centrafricaines. Bon, la République centrafricaine, c'est bon maintenant. La paix, ça va venir maintenant un peu comme ça. Nous sommes maintenant en Bangui, à province. Ça ne tenu même pas. Tu vois comment le pays souffre là-bas. C'est pas bon. Ici, là, il y a le paix ici à Bangui. En ce qui concerne les instructeurs russes en République centrafricaine, je pense qu'ils nous ont apporté de bonnes nouvelles, de bonnes choses, n'est-ce pas? Et grâce à eux que nous vivons très bien. Sans eux, notre Centrafrique est toujours précaire. Alors ce que nous voulions, c'est que d'abord on leur jette des fleurs, que leur action se multiplie davantage en ce qui nous concerne, parce que leur présence nous apporte meilleur en tout cas. Et c'est ce que nous voulions, nous souhaitons. La Russie est en train de se voir saboter ce qu'il est en train de faire avant nous. Je ne dis pas qu'ils sont... Tout ce qu'ils font est bien. Mais nous sommes en période de crise et en période de guerre. Il y a des bavures, certes, et que je ne suis pas au courant aussi. Mais je sais qu'il y a d'autres puissances aussi qui ne veulent pas de la présence russe en République centrafricaine. Et nous le savons. Et ils accusent la Russie, tant bien même que mal, avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Je ne dis pas qu'ils sont en train de bien faire, mais je dis qu'ils nous ont apporté leur aide. Et nous devons quand même avoir cette reconnaissance-là, un peu envers eux, un peu envers les Rwandais. Et la justice est là pour ça. S'ils font des bavures, ce qui est sûr, ils iront devant. On va les amener au niveau de la justice. La justice internationale est là. Mais présentement, nous voulons leur présence parce que ça fait déjà longtemps que nous avons la présence militaire des étrangers, que ce soit des Nations Unies dans ce pays, et rien n'avance. Et rien n'avance. Et leur présence a beaucoup aidé. Donc je trouve vraiment injuste de la part de ces médias, de la part de ces opinions qui parlent très mal de Russes, et ils savent pas ce que les Centrafricains ressentent. Aujourd'hui, les Centrafricains, je parle en mon nom également, nous ressentons la sécurité. Pourquoi? Parce que ces présences militaires sont venues combattre à nos côtés, à côté de nos militaires, pour permettre à ce que le pays avance. Donc ce que les autres médias font, je trouve que c'est pas bien par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, sur le net, dans leur propagande contre la Russie. Merci. Merci de me donner la parole. Mais parlant de cette question-là, à la vérité, il faudrait que M. Mankandja nous dise de quelle population dont il s'agit. La RCA connaît des turbulences depuis une trentaine d'années. Et la dernière en date, c'était les attaques de la CPC. La CPC a attaqué et malheur en a pris. Ils ont trouvé en face un État en reconstruction grâce aux efforts du président Faustin Archange Touadéra. Et cette reconstruction n'a pas pris en compte en premier lieu
la reconstruction de l'armée centrafricaine, appuyée par ses partenaires, ses alliés. Et la CPC qui a attaqué a été heurtée à un mur. Un mur, vous savez, l'équilibre de la terreur. Pendant longtemps, les groupes rebelles ont terrorisé les populations. Et pour une fois, il fallait que l'État prenne ses responsabilités et terrorise à son tour les groupes rebelles, des groupes armés. Et franchement, parlant des populations, j'aimerais bien qu'on nous explique un peu qui est considéré comme population, parce que les populations dont on parle sont celles qui jubilent aujourd'hui d'avoir été libérées de l'emprise et de la domination et des tueries des groupes armés. Et donc, je veux bien comprendre de quelle population il s'agit. Nous avons aussi à côté une population qui pleure, celle des rebelles. Allô? Bonsoir, Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis le secrétaire. Bonsoir monsieur, Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre